Tu étais libre et sauvage, d'une beauté à couper le souffle. Tu n'étais plus une enfant, pas encore une adulte, quand tu enflammas la pellicule du dernier tango à Paris. Un huis clos de sexe et de violence. Tu étais ma cousine. Vendredi 1er février 2019, Vanessa Schneider, auteure et grand reporter au Monde, était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse pour la présentation de son livre « Tu t'appelais Maria Schneider », publié aux éditions Grasset, lors d'une rencontre en lien avec le cinéma L'ABC et animé par Christian Torel. Merci pour votre patience. Nous étions un peu, enfin surtout Vanessa Schneider était prise par un entretien radio et elle est arrivée. Les vies des auteurs aujourd'hui deviennent de plus en plus trépidantes. Donc elle est arrivée à 16h15 à la gare et bon, tout de suite prise par cet entretien à 17h et l'entretien durait. Sûrement y a-t-il tant de choses à dire autour de ce livre qui a été un des beaux succès de l'automne, et je vous en remercie. Et d'ailleurs, le public est là pour vous montrer la ferveur qu'il a eue, ou que tout le monde a eu à lire ce livre. Je ne sais pas s'il faut dire portrait, roman, récit. Nous allons... Oui, c'est à la croisée de plusieurs genres. Ouais. En discuter. Bon, j'ai essayé de préparer un bon parcours de lecture, et puis après, on laissera le public vous poser des questions. Est-ce que le son, ça va là Ce livre, comme en fait vos autres livres, il est entre la politique et la famille, entre le social et la littérature, mais un peu différemment quand même. Nous allons y venir. Je voudrais juste quand même rappeler que pour vous, ça n'est pas un coup d'essai. Vous avez publié un certain nombre de livres, évidemment d'abord liés à votre travail de journaliste politique, des livres sur l'Élysée. On va très vite passer là-dessus parce qu'en ce moment on entend bien trop parler de l'Élysée. Voilà, des livres sur votre famille. On va peut-être y venir. Enfin, sur vos grands-mères. Oui. Voilà, sur vos grands-mères, sur une grand-mère à Haïti. On va passer aussi rapidement, bien que finalement on a un peu des... C'était mes deux premiers livres étaient déjà sur des histoires de famille, oui. Donc j'ai commencé à écrire autre chose que des articles de journalisme, c'était sur la famille. Donc il y avait déjà cette veine-là. Et on trouve des traces de la grand-mère haïtienne dont tu t'appelais Maria Schneider, des réminiscences. Les deux. Voilà, et puis aussi de cette grand-mère roumaine, et puis de, on va dire, parce que c'est vous qui le dites, mais famille de fous, point d'interrogation. Oui, je l'assume, parce qu'en même temps, c'est affectueux aussi. Voilà, en tout cas, tu t'appelais Maria Schneider est aussi, ou encore, une fois, un livre sur les Schneider. Alors, les Schneider, on pourrait dire, non, pas ceux-là, pas ceux de Lorraine, voilà, les Schneider sur cette famille qui vous obsède, mais peut-être qui obsède aussi d'autres Schneider. Vous savez qu'ici, j'ai reçu maintes et maintes fois votre père, Michel Schneider, que nous aimons beaucoup, et qui lui aussi, d'ailleurs, a écrit un livre. Écrit sur la famille, sur son frère. Et écrit à nouveau sur la famille aussi. On écrit les uns sur les autres dans cette famille. Il n'a pas encore écrit sur moi et moi pas vraiment encore sur lui, mais ça viendra peut-être, je ne sais pas. Alors tu t'appelais Maria Schneider, on va commencer comme d'habitude par le titre, puisque là on prend un livre sur une pile. Évidemment Maria Schneider évoque quelque chose, mais de fait, peut-être que comme les livres précédents, il y a aussi quelqu'un qui vous intéresse beaucoup, c'est Vanessa Schneider aussi. Et donc ce livre, ce portrait de votre cousine, vous pourriez l'avoir écrit pour qui? Pour elle? Pour vous? Pour nous? C'est difficile à dire. Il y avait une préhistoire à cette histoire. C'était que Maria, donc on avait 17 ans d'écart, presque une génération, m'avait demandé, c'était pas lié à sa maladie, puisqu'elle ne savait pas encore qu'elle était malade, m'avait demandé de lui, en quelque sorte, lui prêter ma plume de journaliste pour écrire, raconter sa vie.
parce qu'elle prenait des notes, elle n'arrivait pas à les mettre en forme et à en faire quelque chose. Et elle avait cette appréhension, donc sans savoir qu'elle était malade, mais je pense qu'elle avait deviné qu'elle ne vivrait pas très, très longtemps. Et elle avait une inquiétude qui la taraudait et qui lui était malheureusement rappelée à chaque fois qu'elle était interviewée par la presse, c'était qu'il ne reste d'elle qu'une seule image d'une seule scène d'un seul film. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle pour autre chose. Donc ce livre n'a pas vu le jour parce qu'il y avait encore, je pense, trop de douleurs et de choses difficiles pour elle, sur lesquelles elle avait du mal à revenir. Donc on avait renoncé à ce projet. Mais il m'était toujours resté dans un coin de la tête qu'un jour j'écrirais sur Maria. Qu'un jour j'écrirais sur Maria, pas pour en faire une biographie, mais parce que je pensais qu'elle avait façonné d'une certaine façon la petite fille que j'ai été, la jeune fille, puis la femme que je suis devenue par sa simple présence dans ma vie, qui était à la fois une forme de fascination que j'avais pour elle, et aussi avec beaucoup de peur, puisqu'il y avait évidemment la face noire de Maria. Donc, est-ce que je l'ai écrit pour elle ? J'aimerais pouvoir vous dire, oui, j'ai uniquement écrit pour elle, c'est un hommage, j'ai envie, et c'est vrai que c'est une grande part de satisfaction. Il y a cette satisfaction de voir à travers le chemin de ce livre, de voir des lecteurs qui la découvrent ou la redécouvrent, découvrent la femme qu'elle a été, l'actrice qu'elle a été. Donc il y a cette forme d'hommage. Après, je pense que ça serait pas très honnête de réduire qu'à ça. Je suis de plus en plus convaincue qu'on écrit malheureusement beaucoup pour soi aussi. Voilà, il n'y a pas qu'une démarche altruiste. Je suis en effet très heureuse et en même temps mélancolique parce que je pense qu'elle ne soupçonnait pas du tout que l'attachement qu'elle pouvait susciter, les souvenirs, à quel point sa présence, même comme une étoile filante, mais a marqué beaucoup de gens. Je pense qu'elle est partie sans le savoir, donc c'est un peu triste, et en même temps, je trouve ça heureux que des gens la redécouvrent et redécouvrent ces films. Mais comme vous le dites, maintenant c'est la troisième fois que je m'attelle à la famille, donc je pense que c'est un chemin que je continuerai à sillonner, même si ce ne sera pas de façon systématique, mais c'est qu'il y a une recherche personnelle, oui. On parlera du cinéma après, et de toute manière, il faut aussi que je rappelle que vous serez ce soir à l'ABC pour, on va dire, présenter Profession reporter d'Antonioni, ce film formidable, dans lequel elle a un rôle aussi formidable, mais bon, n'anticipons pas, on va continuer de tourner un peu autour du sujet, comme vous l'avez fait. Alors je procède souvent un peu par citation, donc je vais lire quelques lignes de votre livre, justement concernant toujours la question du narrateur, et plus exactement, pardonnez-moi, de la narratrice. Ce tableau familial, donc vous évoquez ce que vous avez publié auparavant, ce tableau familial, donc des Schneider, je l'avais brossé dans un précédent livre que tu n'avais pas lu. On le sait, c'est une adresse à Maria, le livre. A, ton amour, la femme qui partageait ta vie depuis plus de 30 ans, ça n'était chargé pour toi. D'après ce qu'elle t'en avait raconté, tu ne l'avais pas aimé. Tu estimais que cela ne regardait personne, l'alcoolisme et la folie, la bâtardise et le déclassement social, les cris et la fureur, les suicides et les internements psychiatriques, l'inceste et l'homosexualité. Tu détesterais probablement que j'en parle à nouveau, je le devine. Je le fais pourtant, parce que, comme toi, je pense que l'on peut tout s'autoriser, parce que cette histoire est aussi la mienne, qu'elle a forgé ce que je suis, qu'elle m'appartient, pas plus, pas moins qu'à vous. Donc je répète un peu ce que vous venez de dire en partie, mais j'ajoute ce que j'ai retrouvé comme une phrase liminaire au livre de Michel, votre père, sur son frère. Il dit « Il y a des histoires qui veulent être racontées. J'écris celle de mon frère comme un miroir, mais on ne sépare pas d'un miroir l'image qui s'y reflète. » Vous vous retrouvez dans cette phrase qui... Oui, alors, bon, déjà c'est compliqué d'écrire sur des gens qui existent, sur sa famille en particulier,
Et on pourrait penser que c'est plus simple d'écrire sur les morts, mais pas du tout. C'est presque plus compliqué d'écrire sur les morts que sur les vivants, parce que il y a toujours évidemment cette interrogation, cette forme de culpabilité, de se dire est-ce que la personne dont je parle aurait aimé que je parle d'elle ainsi, que je raconte ça. Donc c'est une interrogation, je dirais, de chaque instant. C'est un livre dont jusqu'à la fin, je n'étais pas sûre d'arriver jusqu'au bout. C'est le livre, je pense, qui m'a pris le plus de temps en écriture. J'ai mis 4 ans pour l'écrire. J'ai arrêté souvent, paralysé un peu par ces questions-là, en fait, qu'on est en train d'évoquer. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce qu'il faut le faire comme ça? Et j'ai arrêté même pendant 7-8 mois sans écrire une ligne, donc ce qui est beaucoup pour... Et à chaque fois que je m'y suis remise, c'était en me disant, en fait, je ne raconte pas une vérité, c'est-à-dire je ne raconte pas la vérité sur Maria Schneider, sinon j'aurais fait une biographie, la biographie officielle à l'américaine, où je sais, documentée, où je serais allée voir ses camarades de classe, les gens qui l'ont connu enfant, les gens qui l'ont connu sur les tournages, ou essayer de s'approcher au plus près d'une forme de vérité, mais le moyen de me sortir de ce dilemme et de cette culpabilité, c'était de dire, en fait, je me raconte moi aussi, et je raconte ma Maria, en fait, voilà, ma Maria qui n'est pas celle, certainement de mon père, qui n'est pas celle de son frère à elle, ou de mes autres cousins, ou de, voilà, chacun avait sa vision, ses souvenirs, ses impressions, ses sentiments, et c'est en ce sens que ce livre n'est ni une biographie, ni un récit, ni un roman. Il est à la frontière de tout, puisque pour moi, il pose clairement la question de qu'est-ce qu'est un roman. Et là, c'est Philippe Lançon qui répondait à ça à propos du Lambeau, qui théoriquement pourrait paraître comme tout sauf un roman, puisque il fait un récit. C'est une forme de journal quotidien, de journal intime quotidien. Et en fait, il répond à cette question en disant, à partir du moment où on met des mots, de toute façon, on est déjà dans le roman. Et c'est vrai que même au-delà des mots, le fait que ça soit moi qui raconte, ça serait pas la même chose que quelqu'un d'autre. Je raconte des choses que j'ai pas connues, dont j'ai pas été le témoin direct, qui m'ont été rapportées par d'autres, peut-être de façon erronée. Il y a peut-être des choses qui sont pas vraies, des choses que j'ai reconstituées, que j'ai imaginées. Donc la frontière entre le réel et l'imaginaire, elle est extrêmement floue. Donc assumer le fait que ça soit un objet romanesque, même si on parle pas de roman à proprement parler, c'est une façon de répondre à cette question de est-ce que j'ai le droit d'en parler ou pas, puisque je pense que l'écriture, elle transcende cette question-là. À propos d'une visite que vous faites à Fiona Gélin, on va aller rapidement là-dessus. Mais qui était sa demi-sœur, oui. Sa demi-sœur, vous écrivez, effectivement, et je reprends ce que vous dites, là, j'ajoute qu'il n'y a pas de vérité unique, que le droit au récit est une liberté absolue. Je sais que je me parle à moi-même, comme pour éloigner ce malaise qui me poursuit en écrivant sur toi. Là, vous vous adressez à nouveau à Maria Schneider. Je tente de me prémunir des critiques inévitables. Celle des derniers de notre famille qui s'interrogeront sur ma légitimité à te réinventer. Je reviens à cette question que je vous posais à propos du miroir. Et en fait, du miroir, aussi bien de la mémoire, des réminiscences. Cette construction, elle est, vous l'avez dit, vous aviez 17 ans d'écart, elle est aussi faite de la mémoire des autres, de vos réminiscences, de ce que vous avez lu, de tout cet ensemble de... Oui, pour resituer la citation que vous venez d'évoquer, c'était Fiona Gélin avait, donc la demi-sœur de Maria, a écrit un livre aussi, plusieurs d'ailleurs, et en fait le jour où je l'ai vue, elle était extrêmement mécontente parce que son frère, elle avait eu des échos de sa famille qui lui disaient mais tu racontes n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça ce qui s'est passé, bon voilà, et du coup voilà, c'était une espèce de bataille du souvenir, hein, en fait, chacun, non, je me souviens mieux que toi, c'est pas déroulé comme ça, c'était pas à cet endroit, c'était pas... J'avais essayé de la réconforter et en même temps, je savais que je me préparais moi-même à répondre à d'éventuels procès en
en illégitimité ou en... Après, comment on fait un livre comme ça? Moi, j'ai choisi, mais ça, je l'avais fait dans mes précédents livres. Pour le coup, c'est très différent de l'enquête journalistique où on est à la recherche de la précision ultime des faits, des vérifications, de trouver à chaque fois plusieurs témoins qui vont vous raconter une scène pour être sûr qu'elle s'est vraiment déroulée comme ça. C'est vraiment les principes de mon métier. Et autant avec cette forme-là, je retrouve la liberté. Pour moi, un livre, c'est comme un puzzle, en fait. Voilà. Et donc, il y a des choses que j'ai glanées dans mes souvenirs, des choses que j'ai glanées au cours des discussions avec d'autres membres de ma famille. Il y a des choses que j'ai glanées dans la presse, dans ses interviews à elle, filmées ou non, dans ses films également, sans chercher à être exhaustif, puisqu'il y a des choses que j'aborde absolument pas. Vous parlez de miroir, moi j'irais presque plus en écho, voilà, c'est souvent par résonance avec des scènes qui me font penser à d'autres choses, et par image en fait, oui, par image. Ça tombe très bien que vous parliez d'écho parce que bon, ce portrait de Maria Schneider, enfin ce portrait, je ne sais pas, ce livre sur Maria Schneider, il procède d'une écriture, hein, vous l'avez dit, c'est 4 ans, j'imagine, pas toujours simple pour vous d'écriture, et il procède d'une voix. Et c'est une voix, c'est le jeu qui s'adresse à un tu, et tout de même, à un moment donné, il y a le nous qui réapparaît. Parfois, au cours de rencontres familiales, tu faisais allusion à ce livre que vous aviez à un moment donné projeté d'écrire. Tu disais que tu n'étais pas encore prête, mais que nous le ferions un jour, que nous le ferions un jour. Je faisais semblant de te croire, je me doutais que tu ne t'y résoudrais jamais. Je savais alors que je l'écrirais seul. Non pas ton histoire qui t'appartient et dont je sais finalement si peu de choses, voyez, mais la nôtre. Vous avez cette impression que finalement il y a une voix qui se mêle à la vôtre? Oui, et puis c'est vrai qu'au-delà de Maria, c'est un livre qui parle d'une famille aussi, d'une famille, donc la nôtre, d'une époque également, des années 70. Donc c'est un livre qui parle beaucoup de cette époque-là, qui explique beaucoup de choses dans son parcours, mais qui m'a aussi beaucoup marqué moi en tant qu'enfant, donc qui nous réunit là-dessus. Bien sûr, il y a un nous. Après, l'interpellation, le tu, il est venu... je ne me suis pas du tout posé la question, en fait. Je ne me suis pas dit, il faut que je trouve une forme. C'est venu très naturellement. Ce tu, que j'emploie assez souvent, comme si on écrivait une lettre. Et en fait, j'ai repensé après coup, parce que souvent on se pose des questions parce que les lecteurs ou les journalistes nous en posent, ils voient beaucoup plus de choses que nous sur nos propres livres. Je me suis dit, mais en effet, pourquoi ce tu qui est sorti très naturellement? Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne lui avais pas dites. Mais comme souvent, je pense que quand on perd des gens, on s'aperçoit après qu'il y a beaucoup de choses qu'on leur a pas dit. Peut-être même l'essentiel d'ailleurs. On avait en effet ces 17 ans d'écart, même si après on avait une relation d'adulte à adulte. Je pense que j'étais encore beaucoup dans la position, souvent avec elle, elle m'impressionnait encore, même si j'étais adulte à la fin de sa vie. J'étais encore très impressionnée. Je pense qu'il y avait plein de choses que j'aurais pas osé lui dire, des sujets dont j'aurais pas osé parler. Et puis, bon, elle avait un caractère pas facile non plus, donc ça n'allait pas non plus s'aventurer sur n'importe quel chemin. Mais oui, il y a cet aspect-là d'adresse et de lettres. On pourrait peut-être maintenant un peu aborder le personnage principal du roman, celle à qui il s'adresse et qui est donc Maria Schneider, ce personnage du drame, de dramatis personae. Bon, on ne va pas résumer une vie en quelques minutes ici, pas plus qu'on ne la résumera jamais, personne n'en est capable, et on ne va pas non plus reprendre l'ensemble de ce livre, on va le laisser lire à ceux qui ne l'ont pas et celles qui ne l'ont pas encore fait. Je propose peut-être quelques points de cette vie de cinéma, mais peut-être comme c'est une vie riche, énergique, dramatique, trop brève, secouée, un peu spasmodique, je propose peut-être d'abord comme une espèce de figure que vous nous disiez, que vous nous reparliez de ce côté spasmodique par la figure de Patti Smith.
Est-ce que c'est une chose que vous avez découverte aussi et que vous ignoriez complètement, sur laquelle elle avait, semble-t-il, fait silence? Oui, parce qu'elle parlait de beaucoup de choses, mais jamais de... Oui. Il y a quelque chose de secouant dans la musique de Patti Smith aussi. Oui, ça c'est quelque chose de très curieux quand on écrit un livre, parce que même quand on arrête d'écrire, donc j'ai eu des périodes où j'ai arrêté d'écrire, le livre continue à avancer comme ça, presque malgré nous. Et puis il y a des rencontres ou des choses inattendues qui arrivent sans qu'on les cherche. Et en l'occurrence, j'ai été amenée à me pencher sur la vie de Patti Smith, mais aucun rapport avec vraiment pour Le Monde, pour mon travail de journaliste. Et au détour donc j'avais un énorme dossier dans lequel les journaux mettent toutes les coupures de presse relatives aux personnalités. Et je suis tombée sur cette phrase où elle dit, elle parle de cette chanson qu'elle a dédiée à Maria, une magnifique chanson qui s'appelle Maria, que je vous conseille d'écouter si vous avez l'occasion. C'est une chanson très très belle qu'elle a écrite dans la nuit où elle a appris sa mort. Et donc elle parle de Maria, et j'ignorais complètement autant Maria nous racontait ce qui en faisait un objet de fascination aussi pour moi. Elle nous parlait de tous les gens qu'elle avait croisés dans sa vie, que ce soit Bob Dylan, que ce soit ou des Américains, des Français, donc la vie de vedette. Mais autant Patti Smith, je n'en avais jamais entendu parler, et j'ai été amenée encore par hasard à croiser Patti Smith, et visiblement donc elles se sont rencontrées en 75. Donc c'est à une époque où Maria est vraiment dans la drogue, en Californie, à Los Angeles, où je savais qu'elle avait vécu, parce que ça, elle en parlait souvent, de Los Angeles. Alors c'est assez curieux, parce que ça rejoint ce que vous disiez sur les souvenirs, visiblement, elle avait laissé plus de souvenirs à Patti Smith que l'inverse, puisque leur rencontre, qui a toutes les formes d'une rencontre amoureuse, la façon dont elle en parle dans la chanson, avait visiblement marqué beaucoup plus fortement la chanteuse que Maria, dont je n'ai jamais entendu évoquer. Donc oui, il y a des figures comme ça qui traversent ce livre, qui ont traversé sa vie, certaines que je connaissais et d'autres pas, que j'ai découvert par hasard. Et c'est aussi la magie des livres, quoi. C'est d'être soi-même surpris, en fait, par ce qu'on découvre. On n'a pas non plus choisi Patti Smith au hasard, parce que il y a ces figures des années 70. Elle est encore vivante, Patti Smith, et combien vivante, mais elle a fini par échapper peut-être à cette emprise, en tout cas mortifère de la drogue, cette drogue qui est si présente malheureusement dans la vie de Maria Schneider. Cette actrice de cinéma, comme d'autres actrices, n'aura pas su ou n'aura pas pu échapper à l'emprise de la drogue. Tout à l'heure, en refouillant un peu des propos et des images autour de Maria Schneider, je suis retombé sur un film que j'avais d'ailleurs en partie oublié, bien que je l'ai vu à Digne en 1976, dans un hommage à Philippe Garrel, qui était d'ailleurs présent. C'est Voyage au pays des morts. C'est quand même très prémonitoire. Un film qu'elle avait tourné avec des comédiens de Philippe Garrel, et on sait combien la drogue dans la vie et dans les compagnes qui ont entouré Garrel ou dans ses actrices, c'est une chose qui a beaucoup compté. Vous connaissez ce film? Vous l'avez vu? Non, je l'ai pas vu. Je savais qu'elle avait tourné avec Garrel, je le savais, mais j'avais pas vu. Elle tourne en 75 avec Garrel, ouais. Donc dans ces années. Non, mais elle a tourné avec d'immenses réalisateurs, et il y a malheureusement beaucoup de films qui sont plus forcément disponibles d'ailleurs maintenant. Mais oui, l'héroïne, c'est vraiment la drogue des années 70. Quand je dis que c'est aussi un livre sur les années 70, c'est parce que elle a réussi, mais franchement, je me demande encore comment à s'en sortir, parce qu'elle était quand même pendant des années à 4 grammes d'héroïne par jour. Et elle a réussi à surmonter ça, mais c'est vrai que beaucoup d'autres sont restés sur le bord du chemin, que ce soit des chanteurs, des acteurs, voilà, c'est une drogue qui a décimé une génération et qui, pour moi, reste associée à des images terribles, puisque pour le coup, ces années-là, elle était très très présente chez nous, chez mes parents, et j'ai assisté à ça. Donc c'était quelque chose de très marquant. Oui. Oui, mais vous étiez enfant.
Oui, j'étais enfant et c'était l'époque où on pensait qu'il fallait tout dire aux enfants. Mais on sortait aussi d'années de plomb de ce point de vue-là. Moi, j'ai des parents qui avaient été élevés dans des secrets de famille où on disait rien, même des choses très importantes comme qui est ton père, ou avec des secrets de famille absolument plombants. Et du coup, ces générations-là ont pensé que, et des travaux aussi de Françoise Dolto, d'autres, qu'il fallait tout dire aux enfants. Et donc, en l'occurrence, là, qu'il fallait nous dire la drogue, les suicides, la destruction, et on voyait aussi. Voilà. Je ne sais pas si on ferait ça maintenant. Mais... On va revenir au cinéma très vite, même en réévoquant la drogue, mais j'ai vu votre père qui est passé à Toulouse il y a quelques semaines, dans le courant du mois de décembre, je crois, ou fin novembre, et qui évoquait ce que vous-même écrivez avec des réminiscences d'une nature quand même assez différente. C'est-à-dire qu'il me disait à quel point c'était d'une violence incroyable, ce que vous avez collectivement subi par les assauts de Maria Schneider quand elle était en manque et qu'elle était chez vous. Vous êtes beaucoup plus prudente dans le récit que vous en faites que lui dans le récit qu'il en fait oralement. Mais évidemment, c'est la différence entre l'oral et l'écrit, peut-être. Moi, j'ai des souvenirs terrifiés, mais je le dis pas forcément de la même façon, mais je raconte en effet cette peur qu'elle suscitait chez nous, parce que la drogue, ça touche pas simplement ceux qui s'y adonnent, malheureusement, ça touche tout l'entourage, les familles entières, c'est quelque chose d'extrêmement déflagrateur pour les proches, c'est pas uniquement la personne qui est concernée, donc oui, on assistait à des scènes extrêmement violentes, et je l'évoque dans le livre. Mon frère, quand il savait que Maria venait, ne voulait pas sortir de sa chambre, donc on devait lui amener à manger dans sa chambre, il ne voulait pas sortir de sa chambre, donc c'est pour donner une dimension de la terreur qu'elle inspirait. Vous, par contre, vous... Non, j'avais peur aussi. En même temps, j'aurais pas loupé un moment où elle était là, parce qu'il y avait un mélange de fascination et de peur, et finalement, je préférais quand même être là malgré tout. Bon, après, je peux plus regarder une aiguille, une seringue, ça c'est encore maintenant, et je suis obligée de fermer les yeux quand on me fait une prise de sang. Il y a des choses qui restent quand même. Mais oui, c'était évidemment, c'était terrible, et en particulier les crises de manque, c'est quelque chose d'abominable, parce que je pense que c'est une souffrance physique qui est telle que on est très proche de la démence, donc c'est très impressionnant. Alors la drogue n'affecte pas que Maria Schneider dans cette période et à la fois aussi d'une intense liberté, liberté dans tous les domaines. Je reprends un propos de Philippe Garrel, il dit mais Maria n'avait jamais vu un film de moi, elle y va, ils font leur film. On improvisait beaucoup. On improvisait beaucoup. Et parmi ces improvisatrices, il y a Juliette Berthaud, dont on a un film qui s'appelle Neige, elle aussi subira autrement, elle est morte d'un cancer. Il y a Nico, donc cette formidable chanteuse, comme moi j'ai vu à plusieurs reprises ici à Toulouse, qui était une femme merveilleuse, une beauté fracassante et fracassée par la vie. Il y a Zouzou, pas bien mieux. Il y a Valérie Lagrange, il y a Tina Aumont qui va même faire de la prison pour possession de... Maria avait fait de la prison aussi en Italie, oui, pour possession Alors justement, de drogue, j'en venais à l'Italie parce qu'on trouve souvent ces comédiens et ces comédiennes. On trouve Tina Aumont, Pierre Clémenti à Rome, ou d'autres. Et Maria Schneider va tourner un film, parce qu'on peut aussi parler quand même de son travail d'actrice. Elle va tourner un film que en fait, j'ai découvert récemment, que je n'avais jamais vu parce que le titre, La Babysitter, ça ne donne pas spécialement envie. Et c'est un film assez formidable de René Clément. Le dernier film de René Clément. Et qui est un film en noir et blanc, un thriller un peu dur, quoi. C'est un très beau film. Qui n'a pas tellement marché à l'époque parce qu'il était assez différent de ce que faisait René Clément, puis il était déjà moins bien considéré en tant que... il a été redécouvert après, mais c'était pas une époque où elle a aussi un des premiers rôles où elle incarne justement cette... fameuse babysitter. De toute façon, elle a un vrai talent, grand talent d'actrice. Oui, mais je pense que c'est pas pour rien que des réalisateurs on aurait pu imaginer qu'il y a un malentendu sur le dernier tango, ou parce que là, en effet, elle avait juste fait quelques figurations et Bertolucci la recrute et ça aurait pu être un malentendu. Mais si Antonioni va la chercher pour Profession Reporter, si elle tourne avec Comencini, si elle tourne avec René Clément, si elle tourne
avec plus tard même, avec Bertrand Blier, avec Mehdi Charef. Il y a des réalisateurs, et pas simplement cette génération de grands réalisateurs italiens qui, à l'époque, dominaient quand même le cinéma. Même après, chez les jeunes générations, il y avait un intérêt pour la comédienne qui était Maria, qui était une comédienne très instinctive, qui n'était pas quelqu'un qui était passé ni par les écoles de théâtre, ni par... mais qui était, oui, une comédienne très instinctive avec cette voix très particulière. Moi, je trouve que c'est ce qui... Quoi, moi, c'est à chaque fois que je pense à elle, c'est à sa voix, en fait, qui n'a jamais varié, en plus, à toutes les époques. Une voix à la fois très, très grave, très... charismatique, très envoûtante et en même temps avec beaucoup de gravité, quelque chose d'inquiétant. Oui, c'était ça qui intéressait, je pense, les réalisateurs, avec une forme de sauvagerie, un côté indomptable aussi qui suscitait l'intérêt. La tristesse qu'elle avait et qu'on partageait aussi avec elle, c'était que tout ça a été effacé, quoi, tout son travail, y compris des très beaux films dans lesquels elle a pu jouer. Et en fait, quand elle était interrogée, on lui parlait tout le temps du tango. Il y avait une espèce de malédiction comme ça, où elle le disait à la fois en riant, mais on sentait beaucoup de tristesse aussi. Elle disait arrêtez de me parler du tango, posez-moi d'autres questions, j'ai fait d'autres films, et puis ça revenait tout le temps. Quoi, ça m'a aussi, moi, beaucoup interrogée sur mon métier de journaliste aussi. Elle a été prise dans une image dont elle a essayé toute sa vie de sortir. Et c'est vrai que pour revenir avec ce qu'on évoquait au début, je n'avais pas prévu ça, mais ça, c'est une satisfaction de voir qu'elle est redécouverte à travers certains films. Du coup, le livre suscite une curiosité pour elle, pour l'actrice qu'elle a été. J'espère qu'on pourra redécouvrir ce film de René Clément. C'est vrai que c'est il existe en DVD, celui-là. Ah, oui. ah, celui-là, il existe en DVD. Vous écoutez Vanessa Schneider pour son livre « Tu t'appelais Maria Schneider » à la librairie Ombre Blanche, vendredi 1er février 2019. Peut-être, avant de laisser la parole au public, peut-être, je sais que c'est un sujet extrêmement douloureux pour vous, mais il est quand même difficile d'éviter de parler de Dernier Tango à Paris. Moi, je peux vous en dire deux mots qui me concernent, parce que j'ai à peu près le même âge que Maria Schneider, et donc je pense que dans la salle, certains se sont retrouvés à un moment donné à être complètement sous la coupe de cette actualité du Dernier Tango qui a été vu, oui, enfin, non seulement il a été très vu, mais surtout il y a eu une campagne de presse auparavant. C'était très rare à l'époque pour une sortie de film. Alors ce film est sorti le 15 décembre 1972. Moi, je pensais que c'était en 73, parce que je cite. Bon, voilà, 15 décembre 1972. 15 décembre, c'est l'avant-première, oui. Oui, c'est l'avant-première. Oui. Alors, voilà, donc je pense qu'il est en salle en début 73. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors, en tout cas, moi, j'étais la première à Toulouse. C'était au cinéma Le Rio. J'étais près de la porte et ça poussait tellement. Il y avait tellement de monde dans la rue que la porte a explosé. La porte du cinéma a explosé. Bon. Voilà, aujourd'hui, peut-être ça exploserait pour la Gare des Étoiles numéro 18. Non, pour les soldes chez H&M, je pense, malheureusement. Je ne suis pas sûre que des portes explosent pour aller voir un film. Voilà, mais donc, non, parce que le film avait été précédé il y avait beaucoup de rumeurs déjà au moment du tournage, beaucoup d'attentes, donc la pression était montée. Puis c'était énormément d'articles dans les revues de cinéma, et puis toutes ces interrogations. Il y avait une attente énorme. Voilà, il faut tuer le père, donc elle tue le père. Enfin bon, c'est avec des interprétations psychanalytiques de tous ordres. Voilà, et puis ce film, en fait, vous ne l'avez jamais vu. Non, nous, c'était un film qui était tellement... Non, mais en fait, c'est intéressant parce que je m'aperçois depuis la sortie de ce livre que
chacun a un souvenir avec le tango. J'ai énormément de lecteurs qui se souviennent exactement dans quelles circonstances ils l'ont vu, avec qui, dans quel endroit, ou ceux qui ne l'ont pas vu se souviennent pourquoi, parce qu'ils me disent mes parents ne voulaient pas que j'y aille, j'étais trop jeune, parce qu'il était interdit, il y avait cette interdiction au moins de 18 ans, et donc ça montre bien l'événement que ça a été à cette époque-là, et qui était lié évidemment au caractère sulfureux du film, à tout ce qu'on en disait avant, au fait qu'il n'y avait jamais eu un film montrant la sexualité comme ça auparavant, et puis aussi à l'importance qu'avait le cinéma. Il n'y avait pas la concurrence de tous les joujou qu'on a maintenant. Et il y a un chiffre qui m'avait frappé, c'était rien qu'en Italie, où le film est pourtant interdit au bout de 3 semaines. Il y a un jugement. D'ailleurs, ils écopent d'une peine de prison, tous les 3, les acteurs et le réalisateur. Et les copies sont détruites. Et en 3 semaines, il y a 7 millions d'entrées en Italie. Donc c'était vraiment un raz-de-marée. Est ressorti après, mais très longtemps après. Il a été interdit pendant très très longtemps. Donc, je pense que chacun a son souvenir avec le tango ou son non-souvenir ou avec des réactions très diverses, puisque peut-être qu'on en parlera avec les uns et les autres, mais certains avaient ressenti un malaise, d'autres pas du tout. Certains l'ont vu à différentes époques et n'ont pas réagi de la même façon. Nous, c'était un sujet totalement tabou. C'est-à-dire que Maria avait tellement souffert de ce film-là, du tournage déjà de film, qui lui avait laissé un souvenir épouvantable, et puis de la sortie, où en fait elle avait ressenti comme une forme de double peine, puisque à la fois elle avait vécu le tournage en se sentant victime d'une agression, et elle était à la sortie du film considérée par certains, ou par les ligues de vertu, comme on l'associait au rôle dans le film, donc comme une traînée, donc elle a été insultée dans la rue, frappée, donc c'était une espèce de piège infernal ce tango. Et puis après qu'elle s'est traînée tout au long de sa vie. Donc en effet, on n'avait évidemment pas le droit d'en parler devant elle, mais même pas, on pouvait même pas. On pouvait parler de Brando parce qu'il continuait à s'écrire, il y avait un lien, mais de l'homme quoi, mais pas du film. Et on ne pouvait pas prononcer le titre du film, et elle avait demandé, puisqu'elle était malade, donc elle avait donné des indications pour ses obsèques, que le nom du film ne soit pas non plus prononcé lors de ses obsèques du tout, et pas abordé. Donc moi, j'ai pas vu le tango, j'en ai vu des extraits, puisqu'il y avait une période où il était rediffusé quand même assez régulièrement à la télévision, donc j'en ai vu des morceaux. Et à chaque fois, j'étais trop mal à l'aise pour continuer jusqu'au bout, et je me suis vraiment posé la question au moment de l'écriture. Je me suis dit, est-ce que tu peux parler de Maria, donc du tango, parce que j'en parle forcément dans le livre, sans avoir vu le tango. Et j'ai beaucoup hésité, et j'ai décidé de ne pas le voir. Alors ça peut paraître bébête, hein, mais ça aurait été, j'aurais eu l'impression de lui faire mauvaise manière à elle. Pour le coup, je sais que ça, elle voulait pas qu'on le voit. Donc je me suis dit non. Voilà. De toute façon, je crois que je vous l'avais dit, il n'y a pas de copie. Voilà, pour le moment, ce film est dans les limbes. Voilà, peut-être qu'il y reste. Non, mais ça me dérange pas que d'autres moi le voient. Hein. Bien, je vais peut-être passer opinion. la parole à vos lectrices et à vos lecteurs. Au début du livre, vous racontez que Daniel Gélin sort souvent avec Maria Schneider dans le nightclub de Paris. Et après, il y a une sorte de laps de temps. Elle apprend que son père biologique, c'est Daniel Gélin. Est-ce que ça lui a fait un traumatisme ? En effet, Daniel Gélin était son père. Il ne l'a pas reconnu, puisque de toute façon, à l'époque, lui, il était marié à Daniel Delorme. La loi n'autorisait pas à reconnaître un enfant hors mariage, de toute façon, à l'époque. Mais elle a toujours su qui était son père. C'est-à-dire, sa mère lui avait dit, tu es la fille de Daniel Gélin. Ce qui n'était pas anodin à l'époque, puisque dans ces années d'après-guerre, c'était un acteur très célèbre dans ces années-là. Elle le rencontre très tardivement, à la fin de l'adolescence. Donc oui, c'est une enfant qui a été élevée sans père et avec une mère très déficiente, on va dire. Donc il y avait des fragilités, évidemment. Est-ce qu'une autre jeune fille qui aurait tourné dans un film aussi scandaleux s'en serait sortie indemne ? Peut-être, sûrement. Il y a un lien direct entre ce tournage et la descente dans l'autodestruction de Maria, puisqu'elle disait, elle a commencé à se droguer à la sortie du film, donc il y a vraiment un lien
Mais en même temps, c'était une jeune fille qui avait déjà eu une enfance assez cabossée, et donc avec ce père qu'elle rencontre à la fin de l'adolescence, qui ne tisse pas du tout avec elle un lien paternel, de père à fille, mais qui, sans en plus vraiment dire qu'elle est sa fille, ou parfois le disant, puis parfois le niant, lui fait découvrir ce monde de la nuit, des boîtes de nuit, de l'alcool et de la drogue, parce que c'était aussi un drôle de personnage. Oui, pour l'acteur principal d'un feuilleton télévision qui s'appelait Les Saintes Chéries, qui était le feuilleton familial sous le général de Gaulle. C'est quand même curieux, le portrait que vous en faites là. Oui, mais qui est... non, mais pour le coup, les enfants de Daniel Gélin ont tous eu des parcours assez chaotiques. Lui-même était héroïnomane à une époque où ça, pour le coup, ça se faisait pas... C'était beaucoup plus rare que dans les années 70. En tout cas, moi, pour ma génération, l'image qu'on en garde, c'était à la fin où il faisait des poèmes et des livres de jardinage, et où il était... Il avait l'air d'un gentil grand-père, mais je crois que ça n'a pas toujours été le cas. Bonsoir. Alors, c'est juste une petite intervention par rapport à ce que vous avez dit sur les années 70. Bon, vous avez donné une image assez noire avec la drogue, avec la destruction que tout ça a occasionné. Moi, je suis de la même génération que vous, j'ai 3 ans de plus que vous. Et j'ai toujours eu une vision très idyllique, au contraire, des années 70, les années post-68 tardes, la levée de beaucoup de tabous, les rapports... Non, mais dans le livre, je pense que le regard est assez tendre sur ces années-là. Je raconte pas que la drogue. Quand je dis que c'est aussi un livre sur ces années-là, c'est parce que, en l'occurrence, le noyau familial de mes parents était... complètement dans ce que vous décrivez, avec un engagement politique à l'extrême gauche très fort, ils ont vécu les années hippie, baba cool à fond, la vie en communauté, l'alimentation qui va avec, ce qui n'était, je dis pas que ça m'a réjoui toujours quand j'étais enfant, puisque quand on est enfant, on a envie d'être habillé comme les petits copains, les petites copines, d'avoir le même intérieur, la même maison, et des parents qui sont habillés comme les parents de ses copains, et voilà. Mais rétrospectivement, moi, je pense que j'ai un regard assez tendre sur ces années-là, parce que il y avait une quête de liberté qui était assez fascinante, et j'en ai gardé quelque chose de ça, de cette éducation-là. Et puis une vraie sincérité. Quand je pense au combat politique de mes parents, même si l'histoire leur a donné tort, même s'ils se sont trompés sur beaucoup de choses, voire sur tout, il y avait une sincérité de l'engagement et une mise en adéquation entre un engagement politique et un mode de vie et une façon de se comporter au quotidien. Donc j'ai du respect pour ça, en fait. Oui, je voulais savoir quel a été le comportement de Bertolucci à la suite du scandale de ce film. Est-ce qu'il a eu un élan vers elle? Est-ce qu'il a essayé elle l'a revu? Ils se sont plus jamais revus. Maria n'a plus jamais voulu le voir. Ils se sont croisés une fois. J'en parle dans le livre. Mais Bertolucci a jamais nié ce qui s'était passé sur le tournage, à savoir qu'il avait contraint à jouer une scène qui n'était pas prévue au scénario. Mais il le revendiquait comme presque une technique de direction d'acteur. C'est-à-dire qu'il y a une interview de lui qui est filmée, que chacun peut voir, où il dit je voulais obtenir d'elle de vrais cris, une vraie peur, et donc il fallait qu'elle soit prise par surprise et qu'elle se sente vraiment agressée. Donc c'était pour trouver une vérité chez ces acteurs qu'il les mettait devant le fait accompli. En fait, il a été contraint de s'excuser que très très récemment, suite au mouvement MeToo, en fait. Donc vraiment 40 ans après la sortie du film, où il a été l'objet d'une campagne sur les réseaux sociaux lancée par l'actrice Jessica Chastain, qui parlait donc de Maria Schneider et de ce qui s'était passé sur ce tournage. Et du coup, il a été acculé finalement à faire pour la première fois des excuses en disant voilà, je m'excuse pour tout le mal que je lui ai fait. Bon, sachant qu'elle était malheureusement plus là pour l'entendre, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Désolée, j'arrive un petit peu en retard. Et je voulais. Comme ça, vous pourrez
très innocemment poser votre question, puisque vous n'avez pas D'accord. entendu ce qui précédait. Oui, mais j'aime pas être en retard en général. Voilà, moi ma question c'était, je pense connaître la réponse, mais je pose quand même la question. C'est-à-dire que les médias parlent tout le temps de cette actrice Maria qui a été entre guillemets traumatisée par cette scène de viol, alors que moi je pense, je la connais pas, après j'aurais bien aimé, mais malheureusement j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Je pense que plutôt ce qui l'a traumatisé, c'est pas la scène de viol qui était un faux viol en fait. Ce qui l'a traumatisé, c'est tous les médias après et le monde du cinéma et le public aussi, avec tous les ploucs, les beaufs qu'il y avait à cette époque et qui ont fait tout un cinéma d'une scène de sodomie. Alors que c'était une J'ai répondu en fait avant que vous arriviez à cette question. Je disais que Maria avait vécu une sorte de double peine puisque elle a en effet vécu de façon extrêmement violente le tournage et de façon très douloureuse le tournage. Et en plus, en effet, la sortie du film, les réactions qu'il suscite, le scandale et surtout le fait d'être en effet traqué par des ligues de vertu qui l'associent à son personnage dans le film et qui la considère comme une traînée, une personne malfaisante, voilà. Donc ça a été une double souffrance. D'accord. Avec en plus un sentiment du coup de totale incompréhension, puisque elle estimait avoir été s'était sentie manipulée par le réalisateur et violentée. Et en plus, on lui reprochait d'être... et évidemment, c'est sur elle, à l'époque, que se sont focalisées toutes les critiques. C'est elle qui se faisait insulter dans la rue, qui se faisait frapper, voilà. Et c'était pas... donc, il y a les deux. Oui, mais je veux dire, je veux bien croire qu'il y avait une ambiance de tournage qui était violente, mais c'était pas cette scène particulièrement qui était violente. Si, quoi. Mais vous lirez puis vous ferez votre opinion parce que je le raconte comment elle a vécu. Est-ce qu'il y a une autre question? Elle était jeune, elle était mineure, elle était jeune. Bon, simplement, on dit que Maria Schneider n'aimait pas jouer, qu'elle n'était pas une actrice en fin de compte. Alors pourquoi est-elle devenue actrice ? Je ne sais pas pourquoi elle est devenue actrice. Alors, je pense qu'il y avait quelque chose en relation avec son père, évidemment. C'est qu'elle avait toujours su qui était son père. Maria, elle dessinait énormément. Elle dessinait très, très bien. D'ailleurs, elle avait commencé à gagner ses premiers sous comme ça. Elle dessinait des menus pour des restaurants, elle dessinait des affiches. On a beaucoup de dessins d'elle qui sont magnifiques. Ou déjà, toute petite, elle dessine des plateaux de cinéma. Et très souvent, elle dessine des scènes de cinéma avec les éclairages, avec les techniciens. Donc, il y avait cette fascination. Donc ça, c'est une des hypothèses, qu'elle soit allée vers le cinéma quelque part pour se rapprocher de son père. Et puis après, c'est une succession de hasards. C'est-à-dire que sa mère la met dehors à l'âge de 15 ans. Elle vient vivre chez mes parents. 2 ans après, mes parents m'attendent, donc ils ne peuvent pas la garder. Et donc là, elle dit... faites-moi rencontrer mon père. Donc, elle rencontre son père. Son père, il a sa femme, ses autres enfants, donc il ne peut pas la ramener chez lui. Donc, il lui dit, je vais te mettre chez un ami. Et donc, il la met chez Alain Delon. Donc, elle se retrouve à 17 ans, elle se retrouve chez Alain Delon. Il sera là, d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, très présent et très protecteur. Donc, elle se retrouve, elle commence à sécher les cours, à puis aller au lycée, et puis voilà, elle le suit sur les tournages et puis elle ne sait pas où habiter. Donc Alain Delon lui présente Brigitte Bardot et puis donc elle habite chez Brigitte Bardot pendant 1 an et demi. Et elle commence à faire des petites figurations dans les films d'Alain Delon qui l'a fait jouer au début pour gagner des sous. Donc ça se fait un petit peu comme ça. Elle se retrouve dans ce monde-là qui se retrouvait de son quotidien et... je ne sais pas si elle n'aimait pas jouer. Je pense qu'elle avait un rapport très compliqué au cinéma, parce que le cinéma, c'était très paradoxal, puisque l'avait rendu à la fois célèbre et en même temps lui avait fait beaucoup de mal. Donc il y avait un rapport très ambivalent, je pense, au cinéma, au tournage, beaucoup de méfiance. Et en même temps, jamais elle envisageait un quart de seconde de faire autre chose, même quand c'était beaucoup plus difficile de trouver des rôles. Et elle ne parlait que de ça. Elle ne parlait que de cinéma, de réalisateurs, de films qu'elle avait vus. C'était devenu complètement sa vie, quoi. C'est un éblouissement. Le cinéma, c'est de la lumière et elle s'est retrouvée peut-être
complètement ébloui par... Et la lumière, cette lumière ça blanche, brûle aussi parfois. Ouais. La relation avec son père qu'elle a rencontré tardivement, bon, elle avait quel âge, 18 ans, 15, 17 Oui, ans un peu plus jeune, oui, 16 ans et demi, je C'était dirais à peu près. C'était une belle gamine, éclatante. Oui. Et son père ne s'est pas du tout conduit comme un père. En fait, il l'a amené dans les boîtes de nuit. Oui, c'est ce que je dis, oui. C'est pas une relation de... Je suis pas sûre qu'il ait fait mieux avec ses autres enfants, mais... il était séducteur, quoi, mais pas du tout rassurant. Il a eu beaucoup d'enfants, mais je ne sais pas... Mais pas du tout rassurant pour elle, en tout cas. Non, et puis elle n'a pas eu de papa. Quoi, voilà. Ce sera la dernière question. Dernière question. Je voulais vous remercier déjà pour ce livre que j'ai avalé d'une seule traite, ce qui m'arrive rarement. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez eu beaucoup de courage de faire ce livre, sans filtre, parce qu'il y a des scènes quand même assez intimes que vous nous faites partager. Et j'ai apprécié vraiment. Et la relation que vous avez avec votre cousine, malgré les 17 ans de différence, on sent vraiment une proximité. Et ça m'a touché. Vraiment. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut rester là-dessus, merci, c'est très bien. C'est très merci gentil. beaucoup. Et merci d'être venu ce soir. L'ouvrage de Vanessa Schneider, Tu t'appelais Maria Schneider, est paru aux éditions Grasset. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 1er février dernier à la librairie Ombre Blanche. Vanessa Schneider est aussi l'auteure, entre autres, de La mère de ma mère en 2008, Tâche de ne pas devenir folle en 2009 et Le jour où tu m'as quitté en 2014, publié chez Stock. Where you were no one, yet you were the girl, the only one, at the edge of the world, in the desert heat, one shivering star, sweet, indiscreet. I knew you when we were young. I knew you. Now you're gone. In a little Narcissus pool, drawn by its spell, we saw ourselves raw, excitable. I knew you when we were young. I knew you. Now you're gone.
of the carousel. Time